Alors maintenant, nous allons accueillir le docteur Pascal Manet, qui est psychoclinicien et qui va nous parler de la transe et de la présence thérapeutique. Oui, ouais. Merci. Bonjour. Donc, effectivement, j'ai soutenu ma thèse hier et voilà. C'est- Et je suis toujours vivant. J'ai pas beaucoup dormi. Avant, après, c'est-à-dire. Oui, j'ai pas dormi la veille et j'ai pas dormi hier soir. Voilà. Alors, je vais vous parler de présence thérapeutique et de transe. Ma thèse portait sur le modèle enfin, sur la présence thérapeutique, donc dans l'interaction patient-thérapeute, avec plutôt une perspective humaniste existentielle. Et mon point de départ avait été le modèle de la présence thérapeutique de Geller et Greenberg en 2002. Alors, je ne vais pas vous refaire la thèse. Ce que je vais proposer, je me suis demandé en fait comment faire le lien entre présence et transe. Donc, je vais partir du modèle de Geller et Greenberg et je vais tenter de faire le lien avec des pratiques, des idées, des expériences croisées au fil de ces 5 ans de thèse pour faire parler le modèle de la présence thérapeutique du point de vue des trans. Alors, une définition, pour commencer, de Geller-Greenberg, donc la présence thérapeutique, consiste à engager tout son être dans la rencontre avec le client, être complètement dans le moment présent à de multiples niveaux, physique, émotionnel, cognitif et spirituel. La présence thérapeutique consiste à être ancré dans son propre corps, tout en étant réceptif à la plénitude de l'expérience du client dans le moment présent. Donc, vous avez vu que c'est une perspective qui parle de notion d'être, qui parle de notion de corps, d'expérience, euh, et de plusieurs niveaux de rencontre dans les processus de la relation. Geller et Greenberg ont défini 3 dimensions de la présence. Je n'ai pas mis tous les éléments de chaque dimension, simplement celles qui vont nous intéresser, qu'on va faire parler un petit peu du point de vue des trans, éventuellement. Donc la préparation, donc l'idée c'est que pour Geller et Greenberg, il y a une forme de préparation du thérapeute parce qu'il a ses présupposés, il a éventuellement des pratiques personnelles, des philosophies, une préparation, une intention pour la présence. Dans les processus, on retrouve les dimensions de la réceptivité, la notion de se laisser toucher et toucher l'expérience, la notion d'état modifié de conscience et de communication à un niveau extrasensoriel, et une participation interne et active du praticien à la rencontre. On retrouve des expériences paradoxales de la présence, où le thérapeute est régulièrement finalement en suspension entre le recours à sa théorie et un vécu intuitif, entre des dimensions objectives et subjectives. Donc, ce que j'ai pensé faire, donc, c'est éventuellement de reprendre quelques éléments de ces dimensions-là et de les croiser avec quelques idées, pratiques, expériences rencontrées au fil de ces 5 ans, avec, dans les présupposés du thérapeute pour la présence, par exemple, on peut avoir cette idée qu'on retrouve chez Helmut Rosa. Il reprend à Merleau-Ponty la notion que quelque chose est là, quelque chose est présent. Il estime que c'est la forme fondamentale de toute relation au monde. Et ça m'a amené aussi à penser à Gumbrecht, 2003, qui a considéré la présence comme présence spatiale, c'est-à-dire l'idée que quelque chose est présent et que la présence spatiale de ce quelque chose va exercer en fait sur notre corps une influence et qu'on va vivre des expériences sensorielles, corporelles, et qu'ensuite on va donner du sens à ces expériences-là. Gumbrecht parle de 3 mouvements de l'être. Le mouvement vertical, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui apparaît, qui va ensuite laisser place à un mouvement horizontal. Donc cet objet s'avance vers l'observateur. Et là, il parle d'un double mouvement de dévoilement et d'effacement. Donc aussitôt que l'objet est dévoilé, il y a un effacement derrière la signification. On s'empresse de donner des significations à ce qui a été perçu. Et Gumbrecht parle d'une tension permanente finalement entre des effets de présence, donc des choses qu'on va vivre corporellement, et des effets de signification qui viennent de l'attribution de sens qu'on fait tout à fait automatiquement la plupart du temps. Maintenant, ce que j'ai constaté dans ma thèse avec les thérapeutes,
c'est qu'on a souvent en début de thérapie, dans la première rencontre avec les patients, des moments que je peux appeler des moments ambigus ou suspendus, où on se retrouve entre un vécu corporel et des significations. Les choses sont pas tout à fait claires sur ce qu'on est en train de vivre. Il y a une dimension très personnelle de l'expérience de la relation avec une instabilité du sens et une tension paradoxale. Et la façon dont les thérapeutes vont traiter en fait ces moments suspendus va pouvoir déterminer éventuellement des phénomènes relationnels qui vont orienter des investissements affectifs, techniques, etc. Donc, face à des moments comme ça suspendus où on est en tension entre présence et signification, on peut refuser l'ambiguïté. Certains thérapeutes vont parfois s'empresser finalement de faire appel à la théorie pour interpréter une expérience. Mais je constate qu'il y a chez tous les thérapeutes aussi une activité de métaphorisation pour donner forme progressivement à ce qui est vécu dans l'expérience sensorielle, pour construire une représentation, pour la construire avec le patient, la partager et la faire émerger et faire émerger du sens. Et puis, ces expériences particulières, ces moments suspendus, ils peuvent aussi nous amener à la transe, nous faire entrer en fait dans des vécus paradoxaux où on va pouvoir éventuellement se laisser dériver dans une transe, dans une expérience euh, particulière, en sachant revenir éventuellement à ce qui se passe dans l'interaction avec la personne. En préparation, ce qu'on peut avoir comme intention dans la préparation du thérapeute, c'est la notion de rejoindre ce qui est déjà là, qui nous précède et qui a déjà commencé. Et qu'est-ce qu'on va rejoindre par notre attention, par notre investissement, notre implication? Ben, Stern, par exemple, il va parler des dimensions palpables et vécues des réalités que sont la matière, l'action, la sensation, l'affect et le temps. Les thérapeutes, ce que je constate dans ma recherche, c'est qu'ils donnent évidemment, ils rejoignent, en fait, ils se rendent présents à ce qui est là en fonction de leur théorie. Et puis, ce que je constate, c'est qu'il y a, dans les premiers temps de la thérapie, souvent, ben, effectivement, la construction par le thérapeute d'un continuum entre sa théorie, son corps et le contexte thérapeutique, qui va devenir un contexte d'émergence d'expérience et de signification dans l'interaction. Dans les processus, euh, ce que je peux retrouver dans mes recherches, euh, au niveau de la littérature et aussi dans l'interrogation des praticiens, c'est qu'il y a effectivement la centration sur des tout petits moments, une échelle d'expérience de l'immédiat, du passé immédiat, de ce qui vient juste de se produire et qu'on va investir. Et puis, ce que j'ai appelé les élémentaires de l'expérience, c'est-à-dire qu'on va faire appel à une perception de la matérialité de notre propre présence en percevant ben, des différents éléments de ce qui est perçu, différentes qualités d'un objet, sa forme, ses couleurs, etc. Et il y a quelque chose qu'on a travaillé avec Antoine et Alfonso Santarpia, donc Antoine, mon directeur de thèse, Alfonso, co-directeur, ce que j'ai appelé les traces de la présence de l'autre, c'est-à-dire que dans certaines expériences où on est confronté finalement à la présence du patient dans notre propre expérience, ce qu'on a appelé les traces de la présence de l'autre, qui nous place dans une forme de position entre l'actualité de la relation et une forme de virtualité où on peut faire appel en fait à un ensemble de mouvements imaginés ou vécus ou réels finalement, enfin qu'on va percevoir et qui vont nous amener à investir éventuellement la relation d'une certaine façon, soit par des techniques, soit par du mouvement, soit par des relances, etc. Et puis, dans les élémentaires d'expérience, on peut dire que chaque objet perçu peut éventuellement susciter l'amorce d'une transe. Je continue sur cette question de la présence. Ce qu'on retrouve aussi dans le modèle de Geller-Greenberg, c'est une forme de communication à un niveau extrasensoriel. Ils en parlent. Rogers en parlait déjà. Il disait que parfois, il se trouve juste comme un témoin où les atomes semblent s'aligner d'eux-mêmes. Donc, comme si quelque chose prenait le relais dans le processus thérapeutique. Ça passe dans ce que je constate par une forme de théorisation corporelle immédiate, c'est-à-dire que les thérapeutes font appel, parfois malgré eux, sans y penser, à leur expérience corporelle pour tracer des théories sur ce qui se passe, ou parfois juste être en mouvement,
sans l'avoir forcément théorisé. Donc c'est un peu comme si l'expérience finalement guide beaucoup plus la pratique clinique et la relation à l'autre qu'on le pense parfois à travers nos interprétations cliniques. Et puis, ce que je constate également dans la recherche, c'est que la notion d'immédiat vient avec des expériences de fusion et de communion entre patients et thérapeutes, des expériences qui se traduisent par des formes de phénomènes parfois perçus comme hors normes ou extraordinaires. Il y a un exemple de ce type d'expérience dans un article qu'on a publié chez Frontiers avec Antoine et Alfonso. Donc les expériences de communion, c'est la notion que la pensée de l'un est la pensée de deux. Si en plus on est un thérapeute qui travaille avec des présences invisibles, on pourrait dire que dans ces phénomènes, il y a la notion que la pensée de l'un est la pensée de tous. La notion de réceptivité et de plénitude du contact, donc c'est l'idée que finalement, la façon dont on va centrer, la façon dont on va ouvrir notre attention, notre disponibilité à l'expérience, ouvre des potentiels de contact et d'interaction avec l'autre. Et parfois, ça ouvre sur une présence étendue où, finalement, comme Rogers le dit, quelque chose va sembler se passer de lui-même et qu'on va juste être témoin et être mis en mouvement par le processus de la rencontre. On peut parler de la notion d'influence de l'objet observé sur l'observateur, donc, qui est proposée par Rosa. Et donc, l'idée, c'est aussi que parfois, il s'agit juste de recevoir l'expression de la présence de l'autre, la reconnaître. Il y a la notion que finalement, par notre propre expérience, on recueille les fragments de l'expérience de ce qu'on vit avec l'autre, on les rassemble et pour les reconnaître, pour proposer à l'autre le sentiment d'être reconnu. Et parfois, il y a aussi ces phénomènes des moments particuliers dans la rencontre où on a l'impression d'être reconnu par quelque chose qui est présent sans savoir exactement quoi. En conclusion de cette présentation, sur cette notion de présence étendue et présence, voilà, certains parlent de présence extraordinaire dans la littérature. Moi, j'ai préféré le terme de présence étendue. La notion que quelque chose est déjà là, qui nous précède, dont on peut faire l'expérience concrète, que l'on peut rejoindre et qui peut être agissant dans le processus thérapeutique. Donc la présence, c'est aussi peut-être un mot pour désigner quelque chose qui va agir et qu'on n'a pas forcément besoin de définir quoi, parce qu'on a besoin de laisser quand même une part de mystère dans le processus. Ce quelque chose, lorsqu'on entre en contact avec lui, ça peut devenir un élément de contexte majeur et changer notre orientation à la réalité, pardon, dans l'instant de la rencontre. Et donc, il y a parfois comme une forme de guidance du processus thérapeutique, ce qui nous demande de nous laisser aussi conduire parfois par quelque chose qui va émerger, par la surprise, par l'incertitude. Je vous ai mis quelques références que vous retrouverez dans le PowerPoint, tranquillement, quand vous le reverrez ici ou le revoyez, pardon. Et voilà, j'ai terminé, merci. Merci, docteur Mallet, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? Merci beaucoup pour cette présentation tout à fait riche. Euh, quelques mots sur la méthodologie que vous avez mise en route. Est-ce que vous avez observé des interactions entre thérapeutes-patients? Est-ce que vous avez recueilli les propos du thérapeute? Ah. Alors, dans la méthodologie, il y a eu l'interview de 9 thérapeutes et de leurs patients séparément à 2 moments du processus thérapeutique. Après la première séance, donc la première rencontre, donc un entretien patient, un entretien thérapeute, en général le lendemain ou dans le maximum 3 jours après la première séance. Et ensuite, je les ai revus pour un deuxième entretien après la 5e séance de thérapie. Et les entretiens ont été analysés avec la méthode IPA, méthode d'interprétation phénoménologique. Et puis, donc, j'ai rapproché. Donc, il y a eu un IPA pour les thérapeutes, un IPA pour les patients pour faire émerger quelque chose de la présence, de ce qui se passe de la présence, avec quand même une perspective centrée sur la relation pré-personnelle. C'est-à-dire que
ce moment en fait où l'expérience n'est pas encore tout à fait définie, elle n'est pas encore tout à fait catégorisée entre objectif et subjectif. Il y a un effet de tension qui va obliger finalement le thérapeute à, à changer quelque chose pour sortir de cette tension, soit se laisser porter, soit finalement l'annuler par une théorisation, une interprétation, soit utiliser ce moment d'incertitude pour ramener dans l'interaction quelque chose qui va amener une métaphorisation partagée entre le patient et le thérapeute. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel aussi en discussion à mes propres expériences, donc à La Réunion, où il y a quand même, on va dire, une facilité à rencontrer des personnes qui vont nous amener des phénomènes parfois hors normes qui viennent parler justement de ces moments où il y a quelque chose qui émerge et qui a pas encore de sens ou qui viennent nous bouger, qui viennent nous mettre en mouvement dans une direction ou une autre, qu'on, voilà, et enfin, dans certains contextes, on interpréterait ça comme effectivement, on a vu ce matin, hein, comme dans notre cadre psychopathologique habituel. Dans le contexte de la thérapie, à La Réunion, enfin, pour certains thérapeutes, ce ne sera pas forcément interprété comme ça. On va justement l'utiliser, ça va trouver sa place dans la relation thérapeutique. Non, à La Réunion, à la Possession, où tu habites. Oui, oui. Alors, la Possession, c'est une ville, donc je suis psychologue libéral à la Possession. Effectivement, c'est pas la possession dont on a parlé ce matin, mais on peut en trouver effectivement aussi. Voilà. Et c'est J'ai- J'aurais éventuellement une question, enfin, une question, mais avoir ton avis sur quelque chose dans ma pratique clinique. Donc, je suis sage-femme et la relation de la femme et la sage-femme, elle s'engage souvent à un moment, à un niveau fondamental, à un moment une rencontre, à un moment d'une expérience qui va être éminemment corporelle et qui, quelque part, cette rencontre, elle va embrasser l'avenir de l'humanité. Et il y a des et je me demandais comment tu pourrais mettre en perspective cela avec la question de la présence thérapeutique. Et puis j'ai vu que tu avais cité Rosa qui parlait de forme fondamentale de cette relation au monde. alors, c'est une sacrée question. Alors, j'ai lu ta thèse sur l'utilisation de l'hypnose en préparation à l'accouchement. Et dans une des situations, il y a l'expérience d'une patiente qui a vécu un accouchement difficile. Et donc, ça m'a évoqué la notion qu'il y a bien besoin d'une transmission, qu'il y a des personnes qui sont présentes aussi pour une transmission euh, de quelque chose entre différents moments de la vie, des passeurs peut-être. Donc ça m'évoque ça. Ça m'évoque aussi des patientes que j'ai accompagnées après des accouchements difficiles et où justement il y a peut-être eu un défaut de présence, non pas que les personnes n'étaient pas du tout dans l'intention d'être présentes, mais les contextes actuels font que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une continuité entre différentes interventions et que parfois des patients me racontent s'être senties un peu seules dans des moments où elles auraient eu besoin de quelqu'un. Et en même temps, quand on fait le travail sur l'accompagnement parfois de traumatismes qui ont été vécus dans ces moments-là, je parle de situations assez importantes, quand on travaille, quand on ramène avec la transe, par exemple, quelque chose qui est vécu, il y a souvent le fait qu'elle retrouve que quelque chose était là. Quelque chose était là et était soutenant. Ça pouvait être un infirmier qui tenait la main, ça pouvait être la voix de son bébé qui était en salle pour le bain, etc. Donc, la présence, en fait, elle peut toujours être trouvée dans des moments, dans des petits moments qu'on n'a pas forcément conscientisés, mais qui sont quand même là quelque